Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT et RCFM pour ce nouveau numéro de Contraste élaboré en collaboration avec Corse Matin. Le flair ne suffit pas, il faut aussi de la chance. Cette maxime pourrait bien s'appliquer à la politique et s'il y en a un qui ne nous démentira pas, c'est bien notre invité du jour qui a la vertu de posséder les deux et qui l'a confirmé à l'occasion de cette primaire de la droite et du centre qui a vu la victoire de François Fillon. Son principal et quasi unique soutien de poids dans l'île, Camille de Rocazère, est aujourd'hui l'invité de Contraste. Camille de Rocazère, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence sur ce plateau. Nous allons revenir bien entendu longuement sur cette primaire et ses conséquences pour la droite, mais nous évoquerons également les attentes de la Corse dans la perspective d'un changement de pouvoir. Dilormo Padovani de Corse Matin et Patrick Vinschuger vous interrogeront donc durant cette première demi-heure. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, l'actualité, et l'actualité cette semaine, c'est une surprise, c'est l'annonce de François Hollande qui renonce à effectuer, ou en tout cas à se présenter pour un second mandat. C'est une première sous la Ve République. Comment vous avez réagi à cette annonce? C'est plutôt une satisfaction ou vous trouvez que c'est dans la logique des choses? Oui, j'ai trouvé que c'était une décision normale à la fin d'un quinquennat anormal. Moi, j'ai pas de surprise. Je suis étonné d'ailleurs qu'on ait pu imaginer qu'il puisse aller se ranger auprès de ceux qui devaient représenter dans cette primaire le Parti socialiste qu'il avait combattu depuis des mois, voire depuis 2 ans, et pour perdre, parce que tout le monde annonçait au Parti socialiste l'échec de François Hollande. Alors imaginez un président de la République qui va discuter au niveau international, qui vient de perdre une primaire contre des candidats qui ne sont pas du même niveau, pour au moins l'essentiel. Retrouver Arnaud Montebourg qu'il avait battu en 2011, et on comprenait que, comme il ne pouvait pas revenir sur la primaire, il ne pouvait pas effectivement, se désengager. Il n'y avait qu'une sortie possible. Et d'ailleurs, Manuel Valls, depuis maintenant 15 jours, portait le fer tous les jours. C'est des banderies sur banderies. Pour François Fillon, dans la perspective de la présidentielle de mai prochain, c'est mieux ou pas? Mais non, ça ne change rien. L'essentiel pour François Fillon, c'est de convaincre les Français. C'est de parler aux Français. C'est pas de parler à un concurrent. D'ailleurs, vous avez bien vu que pendant le débat de la primaire, il parlait aux Français, lorsque les autres interpellaient François Fillon. Donc il a repris son chemin d'aller à la rencontre des Français pour, approfondir son projet et en même temps faire la pédagogie nécessaire. Donc, quel que soit le candidat, c'est pas lui. Et il risque de se retrouver face à Manuel Valls. Et alors? Qui ne provoque pas le même effet repoussoir que le président de la République. Ça, vous le verrez bien. En tout cas, dans les sondages, pour l'instant. Oui, dans les sondages, pour l'instant, moi je vois une chose, que les sondages, on a vu ce qu'ils ont donné. Non, c'est pas qu'ils se trompent, mais on est à 5 mois de l'élection présidentielle. Soyons humbles par rapport aux sondages, et réalistes en même temps. Je crois que c'est les sondages à la fin qui donneront, mais le débat n'a pas encore eu lieu. On va en parler, mais avant cela, comment est-ce que lorsqu'on annonce qu'on ne sera plus président de la République, comment on peut gouverner, notamment au plan international? Quelle est la crédibilité de la parole d'un chef d'État dans ces cas-là? Non, parce qu'il n'y a pas de logique, forcément. C'est très français d'obliger le candidat sortant à être candidat à sa succession. Je crois que c'est vrai que c'est une première dans l'histoire de la Ve République, mais c'est aussi une première de voir à quel niveau d'impopularité François Hollande est arrivé. Et ce n'est pas une impopularité récente, elle date depuis 3 ans. C'est la première fois qu'on voit, le représentant d'une famille politique qui n'a pas réussi à colmater les déchirures. On pensait que François Hollande avait la capacité de faire des synthèses. Là, il a réussi à atomiser le Parti socialiste. Le nombre de concurrents, face à un président de la République sortant. Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République sortant. Il avait été battu. Donc on est dans d'autres logiques. J'espère que le niveau de la primaire du Parti socialiste
ne sera pas au même niveau que celle de la droite, mais sera quand même un niveau nécessaire pour que les Français puissent juger. Alors justement, on revient sur cette primaire pour la droite, la primaire qui a été un succès par la participation obtenue et par la traînée de victoire de François Fillon, votre candidat. Qu'est-ce qui vous a fait choisir François Fillon, côté à la fois conservateur au niveau sociétal et libéral du point de vue économique? Vous avez fait ce choix bien avant tout le monde. Vous êtes sur des clichés. Vous savez, dans la vie, pour faire un choix, c'est simple. Libéral, il le dit. Non, il faut rester soi-même. Je suis un homme de conviction. J'ai des convictions. Donc, j'ai suivi mes convictions. Et puis, ça fait 3 ans, je suis un homme de loyauté et de fidélité. Fidélité à des valeurs, fidélité à des convictions et loyauté vis-à-vis de ceux avec qui je m'engage. Je me suis engagé face à Jean-François Copé auprès de François Fillon. Je connais François Fillon à peu près, je veux dire, depuis 92, Maastricht. Je l'ai retrouvé en 2002, élu parlementaire, membre d'un gouvernement. J'ai fait la campagne aux côtés de François Fillon, la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. N'oublions pas qu'à l'époque, François Fillon est son directeur de campagne. J'ai vu François Fillon Premier ministre. Je suis allé à ses côtés ensuite dans la conquête du parti, qui a échoué avec la fraude qu'on connaît. Et donc c'est une construction permanente de reconnaissance et de connaissance et de reconnaissance d'un homme. Et il m'a invité à l'accompagner en Irak au mois de juin dernier. J'ai passé 5 jours avec lui entre Beyrouth, Erbil et le front contre Daesh, la ligne de front avec les Peshmerga. C'est lorsqu'on passe de 7h du matin à 23h avec un homme. Mais au-delà de la fidélité, quelle valeur, vous avez parlé de valeur tout à l'heure, quelle valeur le distingue François Fillon de Nicolas Sarkozy ou encore d'Alain Juppé? Parce qu'on ne voit pas trop la différence. Il n'y a pas que des valeurs. On voit les différences sur les programmes, oui, mais sur les valeurs, il y a plusieurs choses. Vraiment. D'abord, il est un peu plus conservateur, radical. Non, mais ça, c'est ce que vous dites. Il est conservateur là où il faut l'être et il est très moderne là où il faut l'être. C'est un homme. Le problème de société est plutôt conservateur. Et écoutez, il défend effectivement sa conception de l'homme. Il a dit récemment à Porto-Vecchio qu'un jeune homme me dit je vais voter pour lui, pourtant ce ne sont pas mes idées. Je dis pourquoi? Il me dit parce que c'est la première fois que je vois un homme politique qui a le courage de dire ce qu'il a dans son être profond, sa foi, c'était sur l'avortement, et en même temps qui respecte qu'aujourd'hui, la loi, c'est celle-là. Vous dites que vous n'avez jamais douté, c'est pour cette raison que... Je n'ai jamais douté de la capacité de l'homme. Si vous voulez, c'est très simple. Il y a 3 ans, il sort un livre qui est un projet, Faire. J'entends autour de moi que ce soit mes amis sarkozystes, mes amis juppéistes, mes amis de tous bords, c'est très bon, c'est le meilleur projet. J'entends dire que tout le monde va lui piquer des idées. Donc ça veut dire que ça marche. Et ensuite, j'entends dire, mais il n'incarne pas la fonction. C'est peut-être pas un homme d'État. Ça a été un second, ça a été ça. Un collaborateur. Un collaborateur. D'ailleurs, il avait répondu au collaborateur. Le Premier ministre n'est jamais un collaborateur. Il est nommé par le Président de la République, mais il ne procède pas de lui ensuite, puisque le Président de la République ne peut pas se démettre du Premier ministre. C'est seulement le Parlement. Il est responsable devant le Parlement. Donc, il conduit la politique de la nation. Et conduit la politique de la nation. N'oubliez pas une chose. Depuis Georges Pompidou, c'est la plus longue durée comme Premier ministre, avec la plus grande légitimité à la fin des 5 ans et la plus grande cote de popularité. Lionel Jospin avait fait 5 ans également. Il n'avait pas la même cote de popularité. Non, il n'a pas fait 5 ans. Non ? Oui, 97-2002. Oui, mais il a fait 5 ans, mais il n'a pas eu la même cote de popularité. Mais comment expliquez-vous qu'il soit passé sous les radars, comme ça mais c'est vous qui imaginez que vous déterminez tout, parce que vous êtes un prisme utile. Vous permettez de la communication permanente. Alors, elle est tellement abondante. Nous, même les candidats de la primaire ne voyaient pas Fillon. Non, mais personne ne le voyait remporter la primaire au premier tour à 40%. Vous êtes un médium parmi les médias, et tous les médias font... Il y a un prisme déformant. Et qu'est-ce qu'a fait François Fillon ? Il a dépassé ce prisme déformant. Il est allé au contact. 3 ans à la rencontre des Français, partout, dans le silence. Parce que il ne vous intéressait pas. Parce que vous n'imaginiez pas. Parce qu'en plus, il y avait certains... Lorsque je regarde le film qui est paru il y a 3 jours, Jean-Pierre Raffarin est extraordinaire. Il dit « On n'a jamais vu un Premier ministre gagner face à un président. »
Mais c'est lui qui pense ça, parce qu'il a été Premier ministre, il n'a pas pu le faire. Mais il n'y a aucune certitude dans les choses. Et on n'a jamais vu en même temps qu'un homme qui avait le meilleur projet ne puisse pas être capable de le porter. Ce qui s'est passé, c'est que les Français ont compris qu'ils avaient en face d'eux un homme qui représentait la fonction, qui avait les mêmes valeurs qu'eux et qui était capable de les incarner. Une partie des Français... Un vrai gaulliste, capable de mettre en œuvre une politique et d'avoir l'autorité nécessaire, parce qu'ils ont vu que d'autres n'avaient pas été au bout des choses, au bout de leurs idées, et que lui irait jusqu'au bout de l'idée. Camille Rocazert, François Fillon a gagné cette primaire haut la main, ça personne ne le conteste. Ça n'est pas du hasard. Une chose qui doit être remarquée, si la participation a été bonne, plus de 4 millions de votants, les quartiers populaires, les régions plutôt populaires, n'ont pas voté. Mais écoutez, ça ne vous interroge pas, ça? Mais on n'est pas dans la présidentielle. C'est là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez chercher le détail qui va... Détail. Non, mais attendez. C'est pas un détail. Attendons de voir la primaire de la gauche, on va voir si les quartiers populaires votent. Mais bien sûr, mais ça peut se poser de la même manière, le problème. Qu'a dit François Fillon? Si vous l'avez bien écouté, il a dit il y a un ras-le-bol, il y a une colère que je sens monter du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est en train d'essayer de donner une réponse à cette colère. Et forcément, les gens qui attendent cette réponse ne vont pas se précipiter au départ. En plus, lorsque vous dites mais la droite, elle a perdu, c'est plus le gaullisme d'avant, c'est plus un gaullisme populaire, c'est plus même le RPR. On a perdu des parts de marché dans tout l'électorat. Sinon, on serait devant, on aurait gagné la présidentielle. Donc c'est une reconquête. Bien sûr que cet électorat populaire, il est où? Il n'est pas à gauche, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il n'est plus à gauche. Non, il n'est pas à gauche non plus. C'est une inquiétude pour tout le monde. Mais c'est parce qu'il fait ce constat, parce que François Fillon est un homme intelligent, qui regarde ce qui se passe autour de lui, et qui dit, pourquoi est-il allé chez Marine Le Pen? Et avec le programme qu'il propose, il peut ramener ces électeurs-là, vous en êtes sûr? Mais évidemment. Évidemment. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des valeurs. L'électorat populaire, il a besoin de valeurs. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ne soient pas au-dessus des règles. L'augmentation de la TVA, la suppression de l'ISF, la remise en cause du produit. En tout cas, l'augmentation de la TVA. Alors, je vais prendre un exemple. François Hollande augmente la TVA intermédiaire, c'est-à-dire celle qui touche le plus le peuple. La TVA, le taux haut de TVA, touche moins. Et c'est la TVA sociale. C'est la TVA sur les produits importés. Alors que la TVA à 10%, c'est la TVA qui touche... les ordures ménagères, qui touchent les transports publics, qui touchent tout ce qui fait la vie réelle des Français. Le taux bas, c'est le taux alimentaire, le taux de première nécessité. Donc en touchant le taux haut, c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter de continuer à devoir emprunter à l'étranger ou aux fonds de pension américains ou à des fonds souverains étrangers pour financer notre fonctionnement. Et c'est pour ne pas faire porter sur l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est le travail. Il est en train d'enlever la fiscalité sur la valeur travail, c'est-à-dire l'entreprise et le salarié, pour la porter sur d'autres ressources. Une politique de l'offre, Camille Rocazert, qui n'a pas fonctionné. Pas que de l'offre. Mais qui n'a pas fonctionné avec François Hollande. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais le CICE et le pacte de responsabilité, c'est près de 30 milliards d'euros donnés aux entreprises. Tout le monde se souvient de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, avec son PIN, c'est 1 million d'emplois. Ça n'a pas marché. On a l'impression aujourd'hui que François Fillon propose les mêmes recettes. Pas du tout les mêmes recettes. Ah bon? Ah non, c'est pas les mêmes recettes. Diminution de la fiscalité des sociétés, ce ne sont pas les mêmes recettes. On transfère une partie... Baisse des charges patronales, ce ne sont pas les mêmes recettes. On transfère une partie de la charge. Il n'est pas normal qu'une partie de la charge sociale soit portée par l'entreprise, alors qu'elle doit être portée prioritairement par la CSG et par la TVA, qui ont un spectre beaucoup plus large. Et vous verrez que ça sera plus... C'est tout ce que les pays qui ont réussi en Europe, notamment l'Allemagne avec Gerhard Schröder, c'est tous ces pays qui ont réussi à relancer l'économie de leur pays et qui aujourd'hui sont à un taux de chômage le plus bas en Europe, 6%, lorsque nous sommes à plus de 10%, et qui ont en même temps le taux de croissance le plus élevé. Si on ne comprend pas que le système actuel, ce qu'a fait François Hollande, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est un peu de tout, et il a fait avec un temps de retard. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une usine à gaz, le CICE, pour avoir une efficacité au bout de 3-4 ans, c'est-à-dire à la fin d'un mandat, il faut comprendre que l'entreprise n'a pas le même calendrier. L'entreprise, c'est l'immédiateté, c'est l'anticipation, c'est quelque chose qui soit pérenne. Il faut que des règles du jeu soient pérennes. On ne peut pas changer sans arrêt. Nous avons changé, j'ai participé moi-même en tant que parlementaire à changer des règles en permanence. Ça suffit. Lorsque François Fillon dit, à l'instar de Pompidou en 69, arrêtez d'emmerder les Français, c'est une réalité. Les Français ont compris tout ça.
Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais effectivement, une primaire, c'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection primaire de la droite et du centre. Le programme peut changer. Le programme peut évoluer. Non, vous allez comprendre ce qui va se passer. Il peut mettre de l'eau dans son vin. Les 39 heures, par exemple. Vous les si... payez combien? 35, 37 Vous êtes encore sur des clichés. Bon. C'est dans le programme, c'est écrit. Déjà, je suis agréablement surpris que vous ne m'ayez pas dit vous allez faire travailler 48 heures. Bon. Déjà, voilà. C'est dans le programme également, il l'a dit. Non, c'est simplement la limite européenne. Non, mais il supprime Camille de Rocazard, pour être simple, il supprime la durée légale du travail. Pour les fonctionnaires, ce sera 39 heures. OK, dans le privé... Vous travaillez combien d'heures, vous, ici? Dans le privé, il n'y aura pas de durée. Ce n'est pas le problème. Non, si, c'est le problème. C'est le problème. Non, mais pour qu'on comprenne, dans le privé, Camille de Rocazard, il dit qu'il n'y aura plus de durée légale du travail. Il n'y aura qu'une seule limite, c'est la limite européenne, c'est-à-dire les 48 heures. Non, il dit pas ça. On pourra travailler 41 heures, 49 la limite heures. ne peut pas excéder. Mais vous savez, il y a plein de gens, malheureusement, qui sont obligés, notamment dans les emplois saisonniers ou autres, où il faudrait d'ailleurs travailler sur l'annualisation du temps de travail. Mais ça va dans le sens de l'histoire, Camille de Rocazard, augmenter la durée du travail. L'histoire, c'est laquelle? C'est l'histoire qui fait qu'on crée 2200 milliards de dettes, qu'on finance le fonctionnement de la France, de l'État, payé pendant 3-4 mois de l'année par des fonds de pension américains et des fonds souverains étrangers, Qataris, Arabie Saoudite. Est-ce que c'est ça l'histoire? Est-ce que l'histoire, c'est de ne plus pouvoir payer demain, je dirais, notre système de sécurité sociale? Est-ce que l'histoire, c'est de ne plus payer nos retraites demain? Est-ce que l'histoire, c'est de laisser un héritage aussi dramatique à notre jeunesse? Est-ce que l'histoire, ça n'est pas de regarder ce qui s'est fait ailleurs? D'accord, Camille de Rocazard. Mais c'est 39 heures, c'est 48 heures. Vous voulez payer combien? Vous voulez payer 35 heures ou vous voulez payer le tarif? Il y a une réforme fondamentale. C'est ça aussi qui intéresse les gens. Il y a une réforme fondamentale. La première, c'est simplement la négociation ne doit plus être au niveau des branches ou au niveau national, mais au niveau de l'entreprise. C'est comme chez Smart, quoi. Smart est un exemple. Ah, un bon exemple? C'est un exemple. C'est l'exemple cité par François Fillon le soir du débat. C'est-à-dire, vous êtes payé 35, vous travaillez 39, sinon on ferme. Ont-ils eu le choix, les ouvriers de chez Smart? Ont-ils eu le choix d'aller aux 39 heures? Est-ce que vous voulez aussi être payé 35 et travailler 32? C'est mieux, c'est vrai. Le problème, c'est qui paye à un moment donné tout ça? Qui paye la différence? Qui paye? Dites-moi qui paye. Vous êtes prêt à payer? Est-ce que vous êtes prêt à payer 6 millions de chômeurs? Est-ce que c'est ça le résultat que vous voulez? 6 millions de chômeurs. Est-ce que ces recettes, combien de millions de pauvres? Est-ce que ces recettes, Camille de Rocazard, sont les bonnes? On ne le sait pas. La Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui n'est pas un gauchiste échevelé, propose, lui, d'aller plutôt vers une politique de relance. Mais parce que les autres pays ont fait ce travail avant. L'erreur, elle est là, c'est que la France est en décalage. Vous savez, il y a souvent un décalage dans le temps. Gerhard Schröder a fait les réformes au début des années 2000. Il était à gauche, Gerhard Schröder, au départ. Bien sûr. Mais des grandes réformes ont été faites à gauche. Vous avez les réformes qui ont été faites en Angleterre, personne n'est revenu dessus. Simplement, l'Angleterre est à... au début des années 80. Moins de 6 points de taux de chômage. Bien sûr qu'il y a des défauts dans tous ces pays. Bien sûr qu'on peut trouver, forcément en Allemagne, il n'y avait pas le SMIC. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir du RSA, indemniser le chômage, avoir des jeunes sans emploi, sans formation, dépenser autant d'argent. La gabegie de la formation professionnelle, 30 milliards. Est-ce que ça produit quelque chose? Est-ce qu'on ne s'aperçoit pas que notre système a montré ses limites? Est-ce qu'on s'aperçoit que le premier fléau, c'est le chômage? Aujourd'hui, est-ce que justement Marine Le Pen n'a pas bien perçu les choses en ayant un programme particulièrement social, puisqu'elle a récupéré cet électorat qui était traditionnellement à gauche. Son programme, est-ce que aujourd'hui vous ne craignez pas justement d'être en difficulté par rapport aux propositions sociales de Marine Le Pen? Je suis surpris de voir que M. Mélenchon et Marine Le Pen ont le même programme. La retraite à 60 ans, et qui parle la sortie de l'euro. Oui. Mais qui parle. Mais non, écoutez, vous verrez à la fin, attendez la fin du débat de la présidentielle. Vous verrez qu'il y a beaucoup de Français qui ont compris qu'aujourd'hui, on leur a vendu quoi? Des sornettes, on leur a menti souvent, Hollande a menti lorsqu'il dit s'attaquer à la finance. On leur a vendu des systèmes qui ne marchent pas. C'est possible, et beaucoup d'annonces de François Fillon inquiètent. Alain Juppé lui-même a parlé de brutalité entre les deux tours. Le système de santé, quand on parle de privatisation d'une partie du système de santé, c'est inquiétant. Alain Juppé, qui était le champion des médias, fait quel score?
D'accord, le score, vous avez... C'est pas... je suis un démocrate, je regarde le score. On parle des mesures, on parle de... Alain Juppé, vous l'avez dit même dans le cadre d'une primaire à droite. Alain Juppé a fait une campagne de second tour où il a essayé de reprendre un peu de force. Êtes-vous favorable à une sécurité sociale qui ne financerait que les affections graves et de longue durée? Faux. C'est dans le programme. Je vous l'offre. Je l'ai lu, quand même, malgré tout. Je vous l'offre, il est là. Merci. Je vous l'offre. Je vous ferai toutes les propositions. Tout est à noter. Il y a des choses qui m'ont échappé. Tout est à noter. Non, vous allez avoir là-dessus... Vous savez, la caricature... Il a adouci d'ailleurs sur ce point son programme en parlant de bouclier pour les revenus les plus modestes. Mais il n'y aura pas ça. Vous savez ce qu'il y aura? Le maintien de l'universalité. L'universalité de l'assurance maladie, la sécurité sociale. L'universalité. Simplement, il faut financer. Et pour financer, il va falloir d'abord commencer par faire des efforts dans la gestion. Je vais prendre un exemple. Les lunettes, vous portez des lunettes. Remboursées largement par la sécurité sociale et la mutuelle. Largement? Non, très peu. C'est la mutuelle qui... C'est la mutuelle, on est d'accord. Voilà. Attendez, vous allez comprendre. Est-ce que vous savez que le coût de gestion... Je peux comprendre. Est-ce que vous savez que le coût de gestion de vos lunettes, du remboursement par la sécurité sociale, qui est une part infime par rapport à la mutuelle, parce que c'est la mutuelle qui vous paye le plus. Est-ce que vous savez que le coût de gestion est supérieur au remboursement? Au remboursement. Non, je ne savais pas. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que vous, comme tous les enfants, comme tous ceux qui ont besoin de lunettes, on puisse continuer à financer le système. L'erreur qui a été, c'était... Donc c'est les cotisants qui vont payer. La Mutuelle de France dit que dans ce cadre-là, ce serait une augmentation de 20 milliards d'euros pour les assurés sociaux. Non, c'est pas les mutuelles. Pour une personne et 1 200 euros pour un couple avec 2 enfants. C'est Marisol Touraine qui a sorti un chiffre. C'est la Mutuelle de France. La Mutuelle de France. Alors, on fait ce calcul. Vous allez être surpris, là encore, moi ça me rassure parce que, comme vous aurez dit, beaucoup d'énormités, lorsque le débat aura lieu au niveau de la présidentielle... Décidément, c'était un élément de langage de François Fillon, on parlait de caricature. Hein. Mais là, il y a une Chaque caricature. fois qu'on parle de son programme, il parle de caricature. Parce que vous êtes à rentrer dans le détail, vous avez suivi d'ailleurs ce qu'a dit Alain Juppé. J'ai regretté qu'Alain Juppé fasse une campagne favorable au Parti socialiste sur ces questions-là, sans avoir approfondi. Il n'est pas question de toucher à l'universalité. Il est simplement question d'abord, d'enlever le tiers payant. Le tiers payant, il existait déjà, on a voulu le généraliser. Quelle est la réponse de ce tiers payant généralisé? C'est la déresponsabilisation du médecin et du patient. Que dit François Fillon? À l'hôpital, là où aujourd'hui il y a des marges énormes d'économie, il dit aujourd'hui vous avez un soignant, donc un praticien, pour 2 postes de fonctionnaires. Eh bien, je veux faire en sorte que les soignants deviennent majoritaires. Ça veut dire qu'on va limiter la suradministration pour aller vers quelque chose qui est plus performant en matière de soins. C'est-à-dire la performance du soin. Libéraliser la médecine, parce que la médecine est libérale, faire en sorte de faire travailler dans des maisons de santé un nombre regroupé de spécialités, parce que sinon on a des surcoûts par la démultiplication d'actes de soins. En même temps, je dirais, c'est là où il y a un vrai problème d'explication. Et je comprends vos interrogations sur l'assurance maladie. Je comprends que des personnes âgées ou que des mères de famille avec des enfants se disent « mais c'est quoi ce panier de soins? C'est quoi en même temps ce risque qu'il y aura, que certains seront pris en charge à 100% et d'autres ne seraient pas ?» Donc il y a eu effectivement, je pense, de vraies erreurs de communication. Et vous verrez que la seule question qui est posée, la seule question, c'est comment on arrive à remettre à l'équilibre pour permettre à des gens qui, à une génération, la prochaine, celle de nos enfants, et moi j'ai envie que mes enfants puissent vivre vieux et en bonne santé, puissent bénéficier des mêmes actes de soins. Et on sait qu'il y aura les maladies de longue durée. On sait qu'on va vivre plus vieux, donc il va falloir, ça va coûter plus cher, et que donc il faut trouver déjà les sources de financement et d'économie. Et de faire porter davantage sur certains types de financement, eh bien c'est quelque chose qui pour moi est essentiel pour garantir la gratuité pour ceux qui n'en ont pas les moyens. La CMU existe, on peut élargir, et en même temps garantir l'équilibre entre dépenses et recettes. Camille de Rocazan, on va continuer dans la caricature, peut-être. 500 000 fonctionnaires en moins. C'est dans le programme. C'était 600 000, c'est devenu 500 000. Dont 20% dans les collectivités territoriales. Ça, c'est ce qui est écrit dans le programme. Oui.
Vous avez supprimé combien d'emplois à la mairie de Porto Vecchio, vous, de 97 à 2007, et la droite à la collectivité de Corse de 84 comme je n'ai pas, je pourrais me défausser en disant que je ne suis pas maire de Porto Vecchio. Mais quand vous l'étiez est-ce que vous savez... Ah oui, mais je n'ai pas créé... je ne pense pas avoir été celui qui a créé beaucoup d'emplois. D'ailleurs, en même temps, mais vous en avez créé. Il faudra que vous répondiez à cette question, puisque depuis des années, j'entends dénoncer le clientélisme en Corse. J'entends qu'il y aurait eu les sauveurs qui seraient arrivés à la collectivité territoriale parce que justement le clientélisme régnait partout. Bon. Donc si vous pensez qu'il faut mettre de l'ordre en Corse et dénoncer le clientélisme, ce qui a été souvent fait ici dans ce studio ou dans d'autres studios ou dans d'autres médias, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà du clientélisme qui d'ailleurs peut se propager, quelle que soit la réforme institutionnelle que l'on fait, parce que c'est pas l'institution qui fait le clientélisme, c'est les hommes. C'est la pratique des hommes qui en font le clientélisme. Mais sur la suppression des emplois. Vous avez, en 20 ans, depuis les transferts de compétences, la décentralisation, la création d'1 million d'emplois supplémentaires dans la fonction publique territoriale. 1 million. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'on peut rendre le même service? Et vous savez combien coûtaient les 35 heures? J'ai mis en œuvre à Porto Vecchio, c'est vrai, les RTT, c'est-à-dire qu'il y a eu une négociation avec les syndicats qui était incontournable à l'époque, mais ça ne devait pas forcément durer trop longtemps. Simplement, on a établi dans les grandes entreprises la même chose. Ça a été 20 milliards, ça a coûté 20 milliards dans les grandes entreprises, où effectivement le passage aux 35 heures a coûté en RTT, en tout. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des économies d'échelle? Est-ce qu'aujourd'hui, la dématérialisation... Je vais vous donner un exemple. Je suis rapporteur du budget de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et la DGDDI, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. Est-ce que vous savez combien la dématérialisation, rien qu'en affranchissement, a fait faire d'économies en affranchissement? 350 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est dans un modèle où la numérisation, la dématérialisation permet de faire des économies d'échelle. Après, vous avez des problèmes de structure. Je vais prendre un autre exemple. Et quand vous étiez à la collectivité territoriale, vous ne l'avez pas fait tout ça? Attendez, mais vous savez, mais De Gaulle avait fait autre chose aussi avant, il y a un certain temps. Ça ne remonte pas à Mathusalem non plus, hein, c'était il y a 6-7 ans. Mais 500 000 fonctionnaires qui disent... Mais ce n'est pas nous qui avons augmenté. Vous avez qu'à voir d'ailleurs... Vous avez qu'à voir tous les débats des comptes administratifs de la collectivité, vous verrez... Chacun a eu sa part, largement, voilà. On vous l'accorde. Oui, non, il y a des parts plus grandes que d'autres, vous savez, c'est comme dans le gâteau, il y a toujours celui qui mange la plus grosse part. Voilà. Mais 500 000 fonctionnaires... En général, je cherche quand même, à la galette des rois, je ne prends pas la plus grosse, mais là où il y a la fève. Voilà. 500 000 fonctionnaires, c'est quand même un chiffre qui, au sein même de la droite, est considéré comme extrêmement important. Lorsqu'on veut faire toutes les missions, je travaille sur cette question-là. Si on veut que l'État continue à faire toutes les missions et des missions qui ne sont pas régaliennes, à ce moment-là, effectivement, il y a un problème. Après, il y a un problème de performance. Il y a un problème d'organisation. On s'aperçoit, par exemple, la DGFiP à Bercy, qui a été exemplaire. Après la fusion du Trésor public et des impôts, la direction des impôts, vous avez une diminution très importante. Est-ce que vous avez senti une perte de capacité de ces administrations? Non. Mais on est arrivé à l'extrémité. Et moi-même, dans des rapports, j'ai dit on est arrivé à l'os. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, il faut faire des choix stratégiques. Le choix, c'est de savoir quelles sont les missions qu'il faut garder pour l'État et des missions qui doivent être transférées. Par exemple, quelqu'un me disait, est-ce que les postes d'Atos dans les écoles doivent être maintenus sous forme d'emploi contractuel de la collectivité, ou est-ce que demain, ça peut être des entreprises? Je vais prendre d'autres exemples. Est-ce que vous pensez que, sans renier la qualité du travail, mais il y a plein d'emplois dans nos départements qui sont chargés de l'entretien de l'espace, est-ce que demain, ces emplois ne pourraient pas être des emplois à valeur ajoutée dans des entreprises qui créeraient de la valeur ajoutée, qui seraient dans le domaine marchand? Pour parler de santé et de sécurité, aujourd'hui, que dites-vous au personnel de soins, aux infirmiers, aux policiers, en période finalement de danger la sécurité, pour le pays, la sécurité et la justice, et les infirmiers qui travaillent dans des conditions la sécurité et la justice, la sécurité et la justice seront sanctuarisés. C'est plus que sanctuarisé, c'est d'abord ce que dit François Fillon est simple. Déjà, commençons par remettre dans la police et la gendarmerie les 20 000 fonctionnaires qui servent à des tâches purement administratives. Dégageons-les. Ça fait 20 000 fonctionnaires de plus
à des tâches de sécurité et remplaçons par d'autres types de fonctions. Deuxièmement, il annonce la fusion avec les polices municipales qui seraient armées. On peut avoir aussi pour les positions statiques, vous avez plein de personnels de police qui sont à des postes statiques. Ça peut être remplacé par des sociétés privées qui peuvent remplir ces missions-là. Il s'agit simplement de garantir les formations et l'autorité qu'elles peuvent avoir. Ça veut dire qu'on décale du coût par l'impôt, puisque ces fonctionnaires sont payés par l'impôt, et non seulement pendant la durée de la fonction, mais ensuite les retraites, sur quelque chose qui va être payé par un service, qui est donc une activité par ailleurs. Donc il y a beaucoup de domaines. Ce qu'il faut sanctuariser, et plus que sanctuariser, notamment il l'a dit lui-même, il faut plus de magistrats pour désengorger, pour faire en sorte que la justice soit plus rapide et plus efficace. Plus rapide parce que les Français ne comprennent pas le temps qu'il faut. Et en même temps, il faut une justice spécialisée dans le domaine du terrorisme, un parquet antiterroriste et qui soit même régionalisé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être transférées. Il faut revoir le périmètre de l'État, le périmètre des collectivités. Et nous, dans les collectivités, c'est d'avoir la capacité de trouver, d'externaliser certains emplois. Bon, eh bien nous arrivons au moment de la confrontation avec votre contradicteur qui va rejoindre sa place. C'est l'élu communiste d'Ajaccio, ancien adjoint au maire, Paul-Antoine Giugiani, qui a accepté ce rôle. Paul-Antoine Giugiani, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence parmi nous. Bonsoir. Vous voulez donc interroger Camille de Rocazère, j'imagine, sur sa politique économique et sociale. J'ai écouté ces réponses et j'ai eu l'impression de me retrouver devant le débat des primaires à la télévision. Ce sont entièrement les éléments de langage de François Fillon. Il les soutient en même temps. Hein. C'est légitime, il n'y a aucun problème. Et donc c'est normal que je reprenne un petit peu les questionnements que vous avez vous-même opérés tout à l'heure. D'abord, une première question. La première conséquence des primaires, je comprends que vous soyez content de votre résultat, ça, je comprends très bien, et cette délectation est tout à fait humaine. Mais le premier résultat, ça a été... Je restais raisonnable dans la délectation. Enfin, ça se voit quand même, ça se voit. Quand vous étiez en photo, c'était non, c'est pas un problème. Oui. Vous êtes content. Mais en même temps, il y a des questions. Il y a la joie de la victoire, et puis il y a les questions de l'avenir. Les questions de l'avenir, elles ont été interpellées de manière assez vive tout à l'heure par les journalistes, et je crois que c'est quand même important parce que nous sommes au cœur de grands sujets de société. Et ce qu'on observe, alors la première question que je vais vous poser est purement personnelle, mais quand même politique, puisque vous êtes le vainqueur de la primaire en Corse, est-ce que ça a changé votre rôle de leader corse de la droite? Le vainqueur, je ne veux pas mêler ce qui se passe à l'intérieur de l'UMP ou des Républicains. Mais enfin, comme ça concerne tout le monde. Moi, je suis heureux de discuter avec Paul-Antoine Giugiani. Nous nous apprécions depuis longtemps, nous nous connaissons. Chacun a défendu ses convictions avec ardeur. Voilà. Et loyauté, comme vous dites. Et loyauté. Moi, bon, si vous voulez, c'est pas ma victoire, c'est la victoire de François Fillon. J'ai la chance de connaître l'homme et de l'avoir soutenu, et il se trouve qu'il a remporté cette primaire. Maintenant, pour moi, ce qui compte, c'est de l'accompagner vers l'élection présidentielle et de pouvoir être ici en Corse, un porte-parole de François Fillon, en même temps de lui faire remonter les interrogations, les attentes, les inquiétudes, et de porter demain à ses côtés, avec d'autres, un projet pour la Corse. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire être le leader, le chef ou celui qui incarne. Moi, j'ai toujours défendu des convictions. J'ai un parcours que vous connaissez et je continue à défendre ces valeurs, ces idées et de tout mettre en œuvre pour favoriser le rassemblement de ma famille, de l'élargir même et surtout d'être compris par la population en Corse. Alors, être compris justement. Le programme de François Fillon, tel qu'on a entendu à la télévision, tel qu'on peut le connaître à travers la presse, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites. Un peu partout. Tout à l'heure, vous avez repris les thématiques de François Fillon, qui sont des thématiques ultralibérales. Je constate une chose, c'est que dès que ces propositions ont été connues, elles ont semé l'inquiétude dans une grande partie de la population et dans les médias. Sauf dans un certain milieu. Je crois que ces propositions n'inquiètent pas les riches. Elles inquiètent beaucoup les pauvres. Elles posent la question de l'argent et la question du pouvoir d'achat. Et la question qui est posée à la France, à la Corse, à tout le monde, c'est la question de la pauvreté, du pouvoir d'achat.
des salaires. Or, on parle partout d'économie. Les économies, on veut les faire sur qui? Sur les pauvres. On ne parle pas de ponctionner un peu mieux les très riches. Alors, par exemple, je l'ai lu dans la presse, mais je crois que c'est très vrai. Avant le résultat des primaires, on savait déjà ce qui se passait. Le MEDEF a envoyé des éléments de langage à toutes les délégations régionales et ses représentants un peu partout pour expliquer et valoriser les propositions de ce qui devait devenir leur candidat. Sans que ce soit officiel, mais c'est dans la presse. Et il y a y compris la copie de ce texte. Donc le MEDEF a pris position en fonction, en faveur de François Fillon. Aujourd'hui, le MEDEF n'est pas inquiet. Mais ceux qui sont inquiets, ce sont les salariés. La question à laquelle il faut répondre, c'est répondre à cette inquiétude. Parce que les propositions qui sont faites sont inquiétantes. Inquiétantes sur le plan social. Et on peut penser aussi qu'elles seront inefficaces économiquement. Tout ce qui est pénalisant au plan social est inefficace économiquement. Nous le savons très bien. Je pense que vous le savez et que vous le partagez, cette idée. Et je rappelle à ce moment-là simplement une chose, c'est que on a écouté le débat de la primaire et on a entendu Alain Juppé, tout à l'heure ça a été répété, mais travailler plus et gagner moins, c'est injuste. C'est Alain Juppé qui le dit. Or, je me souviens du mot d'ordre de Sarkozy. C'était travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, c'est travailler moins et gagner. Travailler plus et gagner moins. La question qui se pose, c'est de savoir quel est ce renversement ultralibéral dans la pensée de la droite. Ça, c'est une grande question essentielle. Après, nous reviendrons sur le reste, si vous voulez. Oui, alors Paul-Antoine Houchal, je vais répondre très sincèrement. J'entends bien, la presse le dit et Alain Juppé l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y aurait une vérité qui serait celle de la presse et d'Alain Juppé et que tout le reste serait que... Je ne vous ai pas dit ça. Erreur ou mensonge. Non, mais moi je vais être très clair. Vous interprétez par rapport à votre propre camp. Oui, mais j'ai bien compris. Lorsqu'on est concurrent, on utilise parfois des arguties qui sont ceux de l'adversaire, de l'opposant. Honnêtement, la pire des injustices aujourd'hui, ce sont les inégalités qui commencent par, je dirais, l'éducation, la formation. Il peut y avoir des inégalités dans la santé. D'ailleurs, c'est un sujet. D'ailleurs, je vais vous dire que sur l'assurance maladie, elle restera universelle et elle sera au bénéfice de tous. Simplement, il faut se donner les moyens de financer tout ce qui va être utile pour donner à chaque Français le droit à la santé. Sur ce point, excusez-moi, vous avez une page entière de la Croix qui pose des questions. Oui, mais bien sûr. Le journal de la Croix, c'est catholique. Mais c'est très bien posé. Mais les questions vont permettre... Gros problème. Les questions, Paul-Antoine Houchal, vont permettre justement de démontrer la portée et, je dirais, la force de ce projet. Moi, je ne suis pas le ministre de la Santé du futur gouvernement. Et François Fillon va être capable, dans les 5 mois qui viennent, à vous apporter des réponses très claires. La pire des injustices, le plus grand drame aujourd'hui, pour tout Français, c'est 1, des jeunes au chômage, bien sûr. 2, des fins d'activité au chômage plus tôt que cela devrait être, et l'angoisse permanente de pouvoir se retrouver en situation de précarité par le chômage et donc par la perte d'activité et de salaire. La seule chose qu'on ait trouvée depuis 25 ans, la seule réponse était une réponse de traitement social du chômage. Traitement social de tout qui a un coût. Ce coût, eh bien, on ne peut plus le supporter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauf à avoir des riches plus riches, des gens qui seront mieux soignés parce qu'ils auront les moyens, et de laisser pour compte les autres. Eh bien, il faut refaire tout le système. Des pays l'ont fait. Les riches plus riches, c'est ce que propose Fillon. Non. Ah oui. Mais non. Bien sûr. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que... Il ne va rien leur prendre aux riches. Le travail... Il ne va rien leur prendre. Aujourd'hui, on surtaxe le travail. Le travail, de tous les côtés, il est surtaxé. Et vous voyez qu'une seule chose, vous voyez le travail surtaxé par l'impôt sur les ménages, mais il est surtaxé dans toute la chaîne du travail. Et dans la consommation. C'est-à-dire l'entreprise, les charges, le salarié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? L'emploi, il vient d'où? Il vient de la fonction publique uniquement? Non, c'est fini. On pourra effectivement maintenir une fonction publique de qualité dans un périmètre régalien proprement dit, qu'il faut renforcer, et le travail va être donné par l'entreprise, par la création d'activité. On est dans un système qui est mondialisé, globalisé, et il faut adapter la France
à cela. Il ne faut pas renoncer à nos valeurs. Il faut au contraire défendre nos valeurs. Il faut défendre nos systèmes de solidarité. Pour les défendre, il faut pouvoir les financer. Pour les financer, il faut déporter le système de financement qui existe aujourd'hui sur un système plus moderne, plus adapté et plus large. Ce sont des généralités, des éléments de langage que François Fillon a développé. Tout à l'heure, vous aussi, vous l'avez développé. Oui, je crois qu'il est quand même important d'oublier. Je ne veux pas dire le contraire. On oublie une chose. Très vite, c'est que les recettes, les façons de faire, c'est toujours ponctionner les pauvres. Non. Mais les très riches, on ne leur demande rien. Alors, je vous propose une chose, parce que dans PASS, comme le dialogue doit continuer, sur la question de l'argent, et des paradis fiscaux en particulier, puisque vous vous intéressez à la fiscalité, c'est une grande question cruciale pour tout le monde. Eh bien, écoutez, nous organisons ici, vendredi, un grand débat autour d'un livre qui s'appelle « Sans domicile fisc ». C'est 2 parlementaires, 2 frères, un député que vous devez connaître, Alain... Très vite. Pardon, Alain Moquet, et Éric, son frère, qui est sénateur. Et ça reprend beaucoup de travaux parlementaires sur les paradis fiscaux. Nous organisons une grande confrontation vendredi 9. Des parlementaires de droite ont fait aussi pas mal de revues sur les paradis fiscaux. Le problème, c'est que... Je vais vous donner une situation... Très vite, Paul-Antoine, on arrive en fin de... Il faut en finir avec les paradis fiscaux, ces lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. Qui a dit ça? Nicolas Sarkozy. Oui. Et puis, 2 ans après, il a sorti le Panama de la liste des paradis fiscaux. Mais il n'est pas le seul à avoir sorti le Panama. Donc la question qui est posée à travers ce livre et à travers la grande politique aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'échelle mondiale? Et les propositions qui est faite, c'est faire une COP finance, paradis fiscaux, fiscalité. Une grande conférence internationale pour mettre un peu au pas ces lieux où se propose la fraude et le reste. Nous arrivons au moment de la fin de la confrontation, Paul-Antoine. Je pense que j'ai moins de temps que 10 minutes. Merci en tout cas d'avoir accepté ce rôle. C'est moi qui vous remercie. Merci Paul-Antoine. Mes 2 confrères vont revenir pour le débriefing. Je leur demanderai à eux aussi d'être assez rapides dans leur analyse, parce que nous avons encore au moins une question sur la fiscalité à poser à Camille de Rocazor. J'espère. Alors, Guy Lourmeau, vous commencez. Alors, Semper Fidelis. Cette devise calvez et qui est également la devise des Marines américains, vous y êtes parfaitement. Je serais plutôt en ce moment, proche de Calvi et des Calvets que de... Voilà, mais pas le profil. On se souvient justement que Nicolas Sarkozy l'avait reprise pour vous lors de son dernier meeting ajaccien avant les territoriales, en vous disant toujours fidèle. Vous lui avez préféré François Fillon cette fois, mais vous avez eu le mérite de vous positionner très tôt, alors même qu'il n'avait pas la faveur des sondages. Toujours fidèle donc, mais il faudra aujourd'hui le rester, y compris lorsque François Fillon fera état ou pas de ses propositions claires pour la Corse, puisqu'on se souvient qu'il avait réussi l'exploit de ne pas mentionner la Corse une seule fois Je vais vous expliquer. Lors de sa venue à Porto Vecchio. En dira-t-il plus à l'avenir? Nous l'espérons. Vous êtes prononcé pour une autonomie corse, qui est un mot décidément à la mode en ce moment. Parviendrez-vous à faire passer cette idée auprès de François Fillon? Et dans quelles conditions? Nous le verrons, là aussi. On ne demeure pas moins que la période est plutôt faste pour vous en ce moment. Le choix de Fillon, votre combat également en première ligne pour l'arrêté Millau. Ceux qui avaient vu ou cru voir le début de votre déclin après les territoriales, après la défaite des territoriales, y compris au sein même de votre famille politique, en sont pour leurs frais, décidément. L'ancienne garde, dont vous faites aujourd'hui partie, a encore des choses à dire. Alors vous répondrez après, Patrick, et après vous répondrez globalement, Camille. Alors, Camille de Rocazor a manifestement retrouvé des forces à la faveur de la victoire large de François Fillon à la primaire de la droite. C'est une embellie et ça s'est ressenti dans cette émission. On est toujours porté par les victoires, même celles des autres apparemment. Ça vous a donné des ailes, même si vous avez déployé beaucoup d'énergie, même si je n'ai pas été convaincu par votre argumentaire pour défendre le programme de François Fillon. J'ai du mal à comprendre comment... On a 5 mois pour y arriver. J'ai du mal à comprendre comment
comment, pour faire des économies, il faut rogner sur les dépenses de santé et en même temps supprimer l'impôt sur la fortune. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Quoi qu'il en soit, Camille Cazard, une embellie qui fait oublier votre propre défaite à la primaire de la droite. C'était en décembre 2015, au premier tour des territoriales, où vous êtes arrivé juste derrière José Ross. Et voilà donc, avec cette victoire de François Fillon, vous êtes devenu aujourd'hui l'homme fort de votre camp, celui qui murmure à l'oreille du peut-être futur président de la République. Les cartes ont été rebattues, vous avez des atouts à présent dans votre jeu. Alors la question est de savoir si vous allez vous saisir de cette nouvelle donne Fillon pour endosser le rôle de leader de la droite insulaire. Je crois que Paul-Antoine Lucha nous a posé la question tout à l'heure, vous n'y avez pas répondu. Leader pour reconquérir le pouvoir régional. Y êtes-vous prêt ? En avez-vous seulement envie, tant on vous sent plus à l'aise dans le rôle de député, dans le costume de député, que dans celui de costume d'élu local ? Je réponds dans l'ordre. Comme vous voulez. Je vais prendre... Et faites vite, parce qu'il nous reste 6 minutes d'émission, il faut qu'on parle de fiscalité. Le rôle que je peux jouer, c'est le rôle de rassemblement, ici, en Corse. Rassembler pour permettre à ma famille politique, non pas de gagner des élections pour gagner des élections, mais pour, je dirais, favoriser une génération, parce qu'il doit y avoir une transmission, vous savez, dans toute chose, il faut transmettre, mais en même temps, le débat des idées, favoriser le débat d'idées, démontrer qu'il n'y a pas qu'une seule voix pour la Corse qui serait représentée par les nationalistes, qui seraient la seule force montante, mais qu'on peut effectivement trouver ce que j'appelle la place de la Corse dans la République, un épanouissement de la Corse dans la République. Je défends des valeurs, des idées, une famille politique, j'ai une constance politique et mon engagement est total. J'ai de l'énergie, j'ai maintenant plus d'expérience, donc plus de savoir-faire. Vous me dites que j'ai une autorité. Je ne suis pas quelqu'un qui joue de l'autorité, je suis un peu comme François Fillon. Voilà, je suis heureux qu'il soit arrivé largement en tête en Corse au second tour. Je savais qu'il ne serait pas en tête au premier tour, je lui avais dit. Lorsqu'on dit par ailleurs qu'il n'avait pas de projet pour la Corse et qu'il n'a rien dit sur la Corse, je vous réponds. C'est moi-même qui lui avais dit. Je ne te demande pas de faire le sage savant et de parler de la Corse comme ça. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il y a eu une surenchère, parce qu'entre Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, c'était à qui allait dire le plus sur le peuple corse, sur les institutions, sur tout le reste. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de porter. Moi, François Fillon, je lui dis, le projet, c'est pas toi qui vas le faire. Toi, tu me diras ce que tu es capable d'accepter et comment on va le porter ensemble. Moi, je veux rassembler les forces politiques de droite, du centre, en Corse, les forces de progrès, des gens qui ont des valeurs, des gens qui croient que la Corse est française et qu'elle a toute sa place dans la République pour trouver un épanouissement. Je le disais encore récemment à Gilles Siméon, lorsqu'on parle d'autodétermination ou d'émancipation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça ne représente pas ce que je veux pour la Corse. Par contre, l'épanouissement, plus d'autonomie, bien François Fillon, lorsqu'il dit le mot liberté, c'est le mot autonomie. Alors, la liberté, c'est plus d'autonomie. C'est plus d'organisation de la République sur un modèle qui soit un modèle compatible avec la réalité du monde d'aujourd'hui. L'État se retrouvant sur son domaine régalien et donner une respiration aux autres. Et la Corse aura besoin de cette respiration. Et je défendrai cette respiration. 3 minutes, il faut qu'on parle de fiscalité. Vendredi, jeudi prochain, le 8 décembre, date historique s'il y en est, vous allez déposer une proposition de loi signée par les 5 parlementaires corses, avec François Popogne en plus, qui devra être votée. Elle a été adoptée en commission. À l'unanimité, je l'ai défendue en commission des lois, oui. Donc, c'est une première, ça pourrait faire jurisprudence. Et vous êtes sûr que ça ira jusqu'au bout, dans le sens où il peut peut-être y avoir demain... la différence qu'il y a entre beaucoup d'hommes politiques et ma pratique de la politique, c'est la méthode de travail. Je me suis engagé seul, au départ, au mois d'avril dernier, et j'ai demandé à mes collègues de co-signer. Ils m'ont dit oui, par principe. J'ai vu Manuel Valls, et je lui ai dit, voilà ce que tu peux faire pour la Corse. Tu feras rien d'autre, je le sais, mais ça, tu peux le faire. Il m'a simplement dit, à ce moment-là, tout le monde est d'accord? J'ai dit oui, les parlementaires, nous sommes tous d'accord. Il m'a dit Paul Jacob aussi, j'ai vu Paul Jacob le lendemain, d'accord. Manuel Valls est venu à l'Assemblée de Corse et il a dit si vous êtes tous d'accord, ici en plus, alors je suivrai.
J'ai travaillé avec Annette Pierre, je le dis maître Annette Pierre, depuis des mois. Et avec un collaborateur à mes côtés. J'ai rencontré avec tous les élus de la Corse, parlementaires de la Corse, Matignon, l'ensemble des services autour du Premier ministre. Je les ai vus personnellement 3 fois. J'ai vu Bellet, j'ai vu Eckert, j'ai vu tout le monde. Nous arrivons à la fin du parcours. Nous avons résisté surtout. J'ai fait toutes les auditions. Elles sont là. J'ai auditionné les professionnels de la Corse. J'ai auditionné les membres des gouvernements. Et aujourd'hui, je suis à même de vous dire que j'irai jusqu'au bout. J'ai voulu que ce soit le 8 décembre. Pourquoi ? Parce que c'était ce qu'on appelle une journée parlementaire des Républicains. C'est pour moi l'équilibre qu'il y a entre l'accord d'un gouvernement de gauche, une majorité droite-gauche, le jour des Républicains, et j'ai fait comprendre au gouvernement que s'il n'allait pas jusqu'au bout avec moi, il me reste 1 an, parce que c'est au 31 décembre 2017, que j'ai la possibilité après l'alternance de reprendre mon bébé, parce que ça, c'est mon bébé. Je le défendrai jusqu'au bout. Et je suis heureux d'avoir des parlementaires. J'espère que Paul Jacob et tous les autres, nous serons là jeudi prochain pour dire, devant la France entière, dans l'hémicycle, à la Corse, oui, la République française n'est pas là pour sanctionner la Corse, elle est là aussi pour apporter des réponses, de vraies réponses à la Corse. Eh bien, ça sera un travail accompli. Il y en aura d'autres après. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation, plus dynamique et plus efficace au service de la Corse. Juste une dernière question. Vous êtes prononcé très tôt pour François Fillon, quand personne ne le donnait, ne serait-ce qu'au 2e tour. Donc, pas de plan de carrière. Mais vous envisagez éventuellement d'être ministre si on vous le propose ? J'envisage d'être une cheville ouvrière pour au moins, apporter des réponses claires à la Corse dans le domaine de l'organisation institutionnelle, dans le domaine des compétences, des moyens financiers et fiscaux. Je suis de ceux qui sont effectivement pour une autonomie dans la République, et je dis bien dans la République, avec toute sa force que peut prendre la République en Corse. Et au ministère ? C'est une autre histoire. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'est ni courtisan. J'étais longtemps un grognard, je suis encore grognard, vous savez, ceux qui marchaient, crottés, fourbus, malades, voilà, eh bien je vais au bout d'une histoire, ce qui m'intéresse c'est la Corse. J'ai toujours fait tous les sacrifices nécessaires et possibles pour pouvoir servir la Corse. Je ne sais pas quelle sera la meilleure place pour le faire, je ne sais pas ce qu'on me permettra d'être, mais en tout cas, je serai en Corse celui qui voudra répondre aux attentes de la Corse et de tous les Corses. Et bien sûr, cette référence napoléonienne, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Buona settimana, buona sera a tutti.